Geneviève Guérin, on vous écoute. Merci. Pendant que Geneviève se prépare, j'ai eu la question pour savoir si les présentations seraient disponibles, les PowerPoint. Sachez que les présentations et les vidéos des présentations seront disponibles prochainement. Vous serez informés dans l'infolettre de l'Association de la santé publique ou de la coalition POIS, et vous pourrez avoir accès, donc, vous et partager avec vos camarades également. Alors bonjour, je suis Geneviève Guérin de l'Association pour la santé publique du Québec et je vais vous parler des règlements d'urbanisme pour améliorer l'offre alimentaire autour des écoles. Je ne sais pas si la plupart d'entre vous connaissez l'Association pour la santé publique du Québec. Ah, je parle plus bon, d'accord. On est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 1943, qui travaille à la promotion de la santé et du bien-être dans une approche multidisciplinaire et intersectorielle. Pourquoi réglementer l'offre alimentaire autour des écoles? D'abord, la SPQ a dirigé 3 projets pilotes de 2009 à 2011 dans 3 municipalités différentes, soit Baie-Saint-Paul, Gatineau et Lavaltrie, dans le but d'évaluer la possibilité de réglementer les zones autour des écoles pour limiter ou interdire l'implantation de commerces de restauration rapide autour de celles-ci. Pourquoi? Parce que la présence de restauration rapide près des écoles a un effet significatif sur le risque d'obésité qui, comme l'a mentionné ma collègue Anne-Marie et des personnes au courant de la journée, l'obésité est devenue un problème de société. On sait aussi que 37 % des écoles publiques sont situées à moins de 15 minutes de marche d'un restaurant rapide. 62 % d'entre elles sont situées à moins de 15 minutes de marche d'un dépanneur. Donc, l'apport de ce type d'alimentation-là, rapide, est très accessible. On est aussi confronté au fait que l'éducation et la sensibilisation ne suffisent pas à modifier les habitudes alimentaires des jeunes. Les habitudes alimentaires sont grandement modulées par notre environnement. La problématique du poids constitue un problème de société qui requiert, oui, des solutions environnementales, mais aussi sociales et politiques. Nos environnements doivent favoriser et soutenir nos choix santé. Comme les environnements bâtis sont déterminants et importants dans notre vie, pourquoi ne pas modifier les environnements pour solutionner les problèmes d'obésité et de poids? On sait aussi que les restaurants rapides autour des écoles est un obstacle important aux politiques alimentaires. En 2007, le gouvernement du Québec lance une politique alimentaire qui oblige un virage santé dans les écoles du Québec. Sauf que la proximité des restaurants rapides et des dépanneurs font compétition à l'offre alimentaire améliorée dans les cafétérias. On l'a vu d'ailleurs sortir dans les médias, la poutine a été réintégrée dans certaines cafétérias d'écoles secondaires parce que les cafétérias ne sont plus viables, ils sont plus rentables, la compétition est trop féroce. Et encore cette semaine, un professeur manifestait son indignation par rapport à l'apparition de comptoirs Tim Hortons ou Subway dans une institution collégiale. Alors, en plus, il y a plein de statistiques qui indiquent que les jeunes sont vraiment attirés par la proximité des restaurants, la facilité, le coût de l'alimentation. Donc, on n'a pas le choix de consolider nos forces parce que les écoles ne peuvent pas arriver seules à concurrencer, à offrir une offre alimentaire améliorée si la concurrence à 2 pas ou l'autre côté de l'école offre n'est pas en lien ou en cohérence avec leur politique alimentaire. Et les municipalités sont vraiment bien placées pour agir à ce niveau-là parce qu'elles sont reconnues pour leur rôle fondamental dans la planification du territoire, pour l'amélioration de la qualité de vie de leur population. Et les outils urbanistiques dont elles disposent favorisent des choix plus sains. Et dans ces outils-là, le zonage fait partie des solutions à envisager. Donc, utiliser un règlement d'urbanisme pour limiter l'implantation des restaurants rapides autour des écoles, c'est possible. D'abord, c'est quoi le zonage? C'est délimiter une zone à l'intérieur desquelles les restaurants rapides sont prohibés ou réglementés. Parce qu'on le sait, c'est relativement simple de réglementer un nouveau quartier, par exemple, ou un environnement qui n'est pas encore bâti,
mais la plupart d'entre vous sont confrontés avec une réalité où notre environnement est déjà bâti, on est déjà pris avec une école près d'un restaurant et c'est difficile d'agir dans ces situations-là. Alors, il existe des options réglementaires. Je ne rentrerai pas dans les détails de règlement ou d'usage urbanistique parce que d'abord, je ne suis pas urbaniste et je suis sûre que dans vos équipes, vous avez des experts qui vont vraiment mieux vous diriger et vous conseiller à ce niveau-là. Mais il est important de savoir d'abord que les municipalités n'ont pas le droit de légiférer ou de réglementer sur le contenu de l'assiette. Donc, on ne pourra jamais voter un règlement interdisant la vente de hamburgers ou favoriser la vente de sushis, par exemple. On va pouvoir réglementer seulement sur des critères qui vont peut-être exclure certains types d'alimentation. Donc, les options qui s'offrent sont dans les catégories des règlements discrétionnaires, travailler sur les usages conditionnels, qui est une façon un peu plus souple de réglementer puisque ça ne nécessite pas la modification d'un règlement municipal à chaque fois. Il y a aussi les règlements dits normatifs qui, là, se déclinent en différentes possibilités, comme par exemple la prohibition de l'usage principal ou de l'usage accessoire. L'usage accessoire ici fait référence à un comptoir alimentaire dans un aréna, par exemple. La prohibition des usages principaux ou accessoires est facile dans un environnement non bâti parce qu'on peut, en planifiant le développement d'un nouveau quartier, dire, bon, mais on a une école qui va s'installer là, il est préférable de zoner l'usage résidentiel autour de l'école et favoriser un usage commercial dans un rayon de 500 mètres, par exemple. Mais si on est dans un environnement bâti, on est peut-être mieux d'aller avec les autres mesures qui sont, par exemple, un éloignement relatif. Donc, on peut implanter un règlement qui dit, bon, mais moi, j'aimerais autour de mon école que certains types de restaurants ou de zonage s'appliquent à telle distance. Le contingentement des usages fait référence ici à dire, bon, mais à l'intérieur de mon rayon, je vais avoir un certain nombre de types de restaurants qui pourront s'installer pour favoriser une plus grande mixité. Ce qui est dans ce cas-là intéressant puisque la littérature indique que plus il y a une grande variété, plus les citoyens ont un vaste choix, donc ils vont la plupart du temps faire un choix favorable à leur santé. Ils ne vont pas nécessairement toujours aller vers les choix qui sont moins santé. On peut aussi contingenter les usages, donc limiter le type de restaurant dans un secteur. Naturellement, dans ces règlements-là, les commerces qui sont déjà en place bénéficient de droits acquis, mais après, j'imagine qu'il y a moyen si un restaurant ferme, par exemple, cette personne-là, l'emplacement, je veux dire, peut perdre son droit et on peut travailler un petit peu dans ces optiques-là. Il y a des expériences qui ont été faites à l'international. Moi, j'ai plutôt des expériences américaines, en fait. En Californie, ils ont fait des règlements de zonage, eux, pour protéger le patrimoine architectural. Donc, en interdisant des bannières, ça rend, comme Anne-Marie disait, on est moins attiré au coup d'œil par une bannière qui va nous inciter à aller à ce restaurant-là. Donc, c'est plus discret. On peut faire aussi une réglementation pour diminuer les nuisances dues au trafic, aux déchets, comme en interdisant, par exemple, les services à l'auto. Dans le Bronx, à New York, il y a eu une implantation du G-zoning, G qui veut dire grocery zoning, qui consiste à encourager les épiceries de quartier à vendre des produits frais. Donc, la façon dont ils ont trouvé pour qu'ils demeurent dans les quartiers, ils bénéficient, ces épiceries-là, d'allègements de taxes foncières, par exemple, ou de réglementation de zonage les favorisant. Un autre exemple concernant les écoles plus particulièrement, au Massachusetts, la ville de Falmouth, c'est doté d'un système, eux, de pointage. Donc, plus tu as un grand pointage, plus tu as le droit de t'installer près de l'école. Le pointage s'accumule, par exemple, si j'offre un service aux tables plutôt qu'au comptoir, j'obtiens un pointage. Si je paie ma facture après mon repas au lieu en passant ma commande, j'accumule un certain pointage aussi.
ce qui est non discriminatoire pour les chaînes de restaurants rapides, puisqu'on légifère ou on réglemente sur des caractéristiques précises. Plus près de nous, on a la ville de Rosemère qui a voté en 2012 un règlement de zonage interdisant les restaurants rapides autour des écoles. L'arrondissement Saint-Laurent, M. de Souza va venir nous parler tout de suite après de son initiative d'interdire les commerces des services à l'auto. Il a voté ça en 2011, qui a été suivi par l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie aussi, qui interdit maintenant les services à l'auto sur l'ensemble de leur territoire. Pour les élus, c'est important de savoir que ces mesures-là, nous, c'est des données qu'on a récoltées à la suite de nos projets pilotes. Ce sont des appuis importants de la population que vous avez par rapport au règlement de zonage. Les villes, la population, même si c'était pas nécessairement, la norme sociale n'était pas nécessairement rendue là en 2009, aujourd'hui elle l'est davantage, je pense, appuyait fortement ces mesures de zonage. Il y a des facilitateurs aussi, je vais y aller rapidement. C'est sûr que la volonté politique, et quand les élus y croient et portent le dossier, c'est vraiment favorable. Les appuis financiers, on en a parlé un petit peu dans le concept de G-zoning. Si on a des crédits de taxes foncières ou un règlement de zonage favorisant des commerces ayant une meilleure offre alimentaire, ça favorise. Et les municipalités, vous avez des ancrages magnifiques pour rattacher ou justifier ces règlements-là. Les politiques familiales et MADA, d'ailleurs, le Carrefour Action municipale et famille ont un kiosque dans l'espace des exposants. Les politiques alimentaires municipales que vous votez, les plans d'urbanisme, etc. Enfin, les élus, employés municipaux, vous êtes des acteurs vraiment de premier plan pour favoriser la qualité de vie de vos citoyens. Vous disposez d'une panoplie d'outils, des moyens urbanistiques, justement, pour agir. Donc, alors, pourquoi ne pas unir nos forces, tout le monde ensemble, les commissions scolaires, les milieux municipaux, le milieu de la santé, pour faciliter l'atteinte de nos objectifs et faire tout ça en toute cohérence? Moi, je trouvais ça intéressant quand on compare ce qui se fait dans d'autres villes, quand on prend des idées. Évidemment, tout n'est pas reproductible ici à nos échelles, mais j'aurais voulu en entendre plus, Geneviève, avec les exemples que vous avez donnés. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives? Parce qu'on se dit toujours, bon, mais on ne peut pas, comme vous dites, on ne peut pas légiférer sur le contenu de l'assiette, donc, parce qu'on voit que les chaînes veulent changer, veulent proposer, en tout cas, donner des airs peut-être, mais que ce soit un vœu pieux ou vraiment la réalité, on ne peut pas légiférer sur le contenu. Donc, est-ce que les restaurants rapides sont définis comme tels ou est-ce qu'un restaurant indien où on peut manger un thali express le midi, est-ce que ça se qualifie comme un restaurant rapide? Comment on fait pour savoir? Est-ce que ça doit appartenir à une chaîne? Est-ce que ça peut être un petit indépendant? Moi, ça me... en fait, la restauration rapide, souvent, elle était caractérisée par un service au comptoir. Donc, on arrive, on paie, aussitôt qu'on reçoit notre plat, on mange rapidement, on s'en va. Donc, quand on a un service aux tables, habituellement, on n'est déjà plus dans quelque chose de restauration rapide. D'accord. Donc, une grande chaîne comme, par exemple, Saint-Hubert, où on sert aux tables, est-ce que ça, c'est considéré restaurant familial, restaurant rapide, ou s'il y a un Saint-Hubert Express, là, je prends ça comme exemple, mais ça peut être autre chose, à ce moment-là, ça, ce serait comme un comptoir, un restaurant rapide? En fait, la salle à manger Saint-Hubert n'est pas considérée comme un restaurant rapide, mais le comptoir Express, oui. Oui, d'accord. Puis, forcément, c'est pour ça que c'est difficile, on ne peut pas légiférer sur le contenu de l'assiette parce que, tu sais, on peut critiquer le repas Saint-Hubert avec sa sauce, avec les frites et tout ça, qui est un repas plutôt riche, mais il y a quand même des mesures comme, par exemple, justement, le service aux tables et tout ça, qui peuvent favoriser un autre genre d'alimentation, oui. de service de restauration. Très bien. Oui. Oui, Geneviève Filteau, je suis nutritionniste et aussi conseillère au programme des saines habitudes de vie dans la Nodière. Donc, je vais juste dire une petite chose qui m'a comme un peu resté dans la tête. Pour les crudités en aréna, nous autres, on a changé l'offre alimentaire, entre autres, de l'International des chiens de traîneau de l'Épiphanie.
Puis on s'est dit, bon, c'est un événement hivernal, donc les crudités, c'est peut-être pas une bonne idée, mais au contraire, ça s'est très bien vendu. Donc, stoppez-vous pas nécessairement sur en aréna, ça devrait être un type d'aliment, dans un événement extérieur, ça devrait être un autre type d'aliment. Donc, faites vraiment affaire avec le concessionnaire, puis aussi avec les citoyens pour qu'est-ce qu'eux, ils veulent comme changement. Je pense que c'est ça qui est le plus important à tenir en compte quand on fait un changement alimentaire, que ce soit dans une concession en aréna ou dans un parc. Puis il y en a qui sont plus habiles à le vendre que d'autres aussi. Tu sais, par exemple, dans un aréna, je ne sais pas si on fait un wrap au thon, mais c'est aussi le fun à manger qu'un hot dog. Mais c'est rare. Tu sais, si c'est bien présenté, si c'est packagé de façon intéressante, alors effectivement, il y a des gens qui sont très doués pour le faire, qui arrivent à vendre un frigo à des Esquimaux aussi. Puis, exactement. merci, c'est un bon... Je dois l'ouvrir, vous m'entendez? Oui, on t'entend. J'ajouterais juste, en fait, je parlais pas des crudités, je parlais des salades, mais la crudité étant de la nourriture avec les doigts, c'est toujours très populaire, en général, surtout si ça vient avec une trempette, mais elle me permet de relancer l'idée que les CIS, les CIUS, il y a aussi des ressources à cet endroit-là, donc pas seulement dans les directions de santé publique, il y a vraiment des gens qui sont habitués, qui connaissent la communauté, puis qui peuvent vous donner une expertise souvent gratuite, vous, municipalités. Qu'est-ce que tu veux dire, les CIS et les CIUS? Ah. Excusez-moi. Ça a changé de nom. Il y a un jargon là, dans votre... Oui. Le nouveau système, le nouveau réseau de la santé, donc les centres intégrés de services et de services sociaux et les centres intégrés universitaires de services de santé et services sociaux, les deux nouveaux noms de M. Barrette. Merci beaucoup, Anne-Marie. Oui, madame, on vous écoute. Bonjour, mon nom est Martine Châtelain. Je suis la présidente de la Coalition québécoise pour une gestion responsable de l'eau. Alors, moi, je veux parler de l'offre d'eau. Vous avez parlé de vendre des réfrigérateurs aux Esquimaux. Bien, on vend des bouteilles d'eau aux Québécois. C'est presque aussi pire. Et on en vend dans les arénas, dans les édifices publics, et ça ne devrait pas. Et on vend ça souvent dans les mêmes machines dans lesquelles on vend des boissons sucrées ou des boissons énergisantes ou des eaux vitaminées qui contiennent plus de sucre que tout ce qu'on peut boire dans une journée sous prétexte que c'est vitaminé. Alors, moi, je voudrais que vous soyez tous conscients que dans nos parcs, c'est pas si facile que ça de trouver de l'eau en fontaine, pas partout, et c'est pas égal sur le territoire. Et quand on va rencontrer Montréal comme une ville-centre, on se fait dire, bien, c'est du ressort de chaque arrondissement. Alors ici, il y a beaucoup de monde de chacun des arrondissements. Il faut faire la promotion de l'eau qu'on produit. Quand on est une municipalité, il faut être fier de l'eau qu'on produit parce que c'est la meilleure sur le marché. C'est meilleur que ce qu'il y a dans les bouteilles, c'est meilleur que n'importe quoi d'autre à boire aussi. Alors, moi, je rêve de pistes cyclables, de parcs publics dans lesquels il y aurait, comme en France, quand ils ont des fontaines qui, eux, ne sont pas des fontaines pour boire, mais des fontaines publiques, c'est marqué eau potable et on peut juste tendre sa gourde à peu près à tous les coins de rue pour pouvoir boire de l'eau publique. Et je rêverais de nos villes comme ça. Et aussi se prononcer très fortement, on a parlé de volonté politique, se prononcer pour cette eau-là publique et en faire la promotion et donc enlever les offres de services d'autres choses que de notre eau publique. Pour le déchet de la bouteille de plastique, souvent, qui est, vous savez, c'est pas recyclé. Il y en a 1 sur 9, selon Recyc Québec, qui est recyclée. Ça prend 600 ans à se biodégrader. Quand ça se biodégrade, ça produit des toxines. Et est-ce qu'on a vraiment besoin d'une bouteille quand on a des robinets partout? Alors, moi, c'est vraiment l'offre d'eau. Puis j'inciterais tous les arrondissements à se pencher sur l'offre de services en eau municipale. Merci, madame. Donc, l'accessibilité, la valorisation, encore une fois, de nos ressources. Anne-Marie? Oui, juste rapidement. Merci, Martine. Tu me permets de dire ce que j'ai pas eu le temps de dire. Donc, la résolution qu'on a faite pour les fontaines d'eau, elle s'est faite, entre autres, avec Au Secours, cette coalition, on est arrivé à un constat commun qui nous a réunis, le fait que beaucoup de villes éliminaient les bouteilles d'eau à cause de tout l'impact au niveau du développement durable et écologique. Et lorsque la machine distributrice de boissons se ramassait à moitié vide, l'industrie
la remplissait, donc avec de l'eau, avec du sucre et du colorant. Et on voyait les boissons sucrées prendre plus d'espace finalement dans ces machines distributrices-là. Donc, c'est un peu ce qui est venu à l'origine. Donc, parfois, la machine distributrice, dans certains milieux, ils l'ont tout simplement retirée en retirant leur bouteille de plastique, ce qui était très, très positif, et ajouter donc des fontaines d'eau. Et je profite du micro parce qu'on a des gens sur le conseil d'administration de la STM ici dans la salle. Et juste simplement pour dire que les fontaines d'eau, ça serait super si on pouvait en avoir une par station de métro, on saurait toujours où arrêter. Ah, intéressant. Merci. On va prendre les 3 dernières questions qui sont là. Allez-y, madame. Anne Beaulé, Santé publique Estrie, dans le CIUS. Dans le fond, je vais sortir un petit peu du cadre de la présentation, mais j'ai une question qui est arrivée comme ça, donc je profite de votre expertise. On a parlé beaucoup de l'offre alimentaire à l'intérieur, mais il y a tout un phénomène de rendre l'offre accessible presque 24 heures sur 24, l'offre alimentaire partout dans les rues. Puis je voulais savoir s'il y a quand même un suivi qui se fait sur l'impact de la consommation auprès de la population. Ça a-t-il une incidence? Tu sais, quand les dépanneurs sont ouverts 24 heures, les restaurants sont ouverts 24 heures, puis là, on donne l'accessibilité avec la nourriture de rue. Est-ce qu'on est en train de jouer sur une norme? Est-ce que ça a un impact sur la quantité de nourriture que la population consomme? J'imagine que c'est à moi que vous adressez la question. En fait, ce n'est pas mon expertise directement. La seule chose que je pourrais vous répondre, c'est des résultats de recherche qui ont été faits, entre autres, à Harvard, et qui vont dire que la probabilité qu'un aliment soit vu augmente sa probabilité d'être consommé de façon importante. Et ça s'applique autant dans une maison qu'à plus grande échelle. Donc, si ce qui traîne sur votre comptoir, c'est des jelly beans, ou au bureau, c'est ce que vous allez manger plus souvent. Si c'est des pommes, bien, même vos collègues vont venir voler des pommes. Alors, ce qu'on voit le plus souvent, c'est ce qu'on a envie de manger. Alors, j'aurais tendance à vous dire il doit y avoir un impact et ça doit faire partie de la grande toile causale de l'obésité. On sait que les taux d'obésité ont augmenté rapidement dans les 30 dernières années et ce n'est pas une mutation génétique subite qui s'est produite, c'est vraiment nos environnements alimentaires qui ont changé. Donc, c'est ce que je peux vous répondre, mais s'il y a des chercheurs dans la salle qui ont envie de faire ce projet, je les invite à le faire. Merci. Madame? Bonjour, notre chargée de projet au Carrefour Action municipale et famille me soufflait à l'oreille aussi l'importance, et si on le rencontre sur le terrain, le pendant qui est très importante là, de l'environnement dans lequel on offre de la restauration rapide et tout ça, mais le désert alimentaire également est une préoccupation, tant dans les villes que les villages, où là, on doit mettre en place des structures différentes pour rendre accessible une nourriture saine. Donc, que ce soit la transformation des dépanneurs en dépanneurs santé pour que, à une distance intéressante de marche, on puisse avoir accès à quelque chose dans son milieu de vie sans être obligé de prendre la voiture ou ces choses-là. Donc, c'est une préoccupation qui va prendre de plus en plus de place, à même égalité que la restauration rapide ou les autres éléments là, dans un avenir assez rapproché, tant qu'à nous. Vous avez raison. Puis dans vos pochettes, je souligne les travaux de la Direction de santé publique de Montréal. Donc, ils ont mis leur étude sur ces déserts alimentaires-là. C'est vraiment une expertise qu'ils détiennent. Jean-Philippe Vermette, qui va suivre aussi, a fait le Fruixi, entre autres, pour augmenter l'accessibilité fruits et légumes dans les quartiers. Au niveau des dépanneurs santé, je sais que c'est une grande tendance à travers le Québec. Alors, moi, j'ai hâte de voir les résultats de ces projets pilotes, parce que malheureusement, nos dépanneurs, c'est aussi des vitrines extraordinaires de promotion de la malbouffe. Et malheureusement, c'est ce qu'ils vont mettre aussi en vedette. Donc, je sais qu'en Ontario, ça a bien fonctionné dans les endroits où c'est très communautaire. Donc, un monsieur a vraiment transformé son offre, mais un couche-tard avec des pommes ou une autre bannière importante, je suis curieuse de voir les résultats des projets pilotes. Donc, ce que je voulais dire là-dedans, c'est la transformation de ce qui existe déjà vers quelque chose de mieux et non pas de toujours essayer d'inventer, de réinventer la roue. Voilà. Juste pour faire du pouce aussi, puisque vous avez parlé du milieu rural plus hors Montréal, donc c'est sûr, moi, au niveau du SAM, on a développé beaucoup de projets pour la région de Montréal, que ce soit le dépanneur santé, les marchés à proximité des métros, etc. Il y a aussi plusieurs initiatives de travailler avec ce qui existe dans Saint-Ambroise-de-Kildare, dans le bout de Joliette. Il y a un projet où un producteur agricole a mis à disponibilité une terre agricole au groupe de citoyens. Et donc, il y a eu un jardin collectif qui a été fait en zone agricole
dans un désert alimentaire en rural, techniquement. Donc, il y a beaucoup de formules qui peuvent être inventées. Il s'agit de faire parler les gens du milieu et de voir qu'est-ce qu'on a comme ressources sur place et comment on peut les... Souvent, c'est juste de les mettre ensemble puis de partir un projet. Ça marche souvent très, très bien comme ça. Merci, Galia. Monsieur, dernière Bonjour. question. Philippe Brault, je suis urbaniste en Estrie. Je suis également citoyen à Magog, en fait. Puis, je voudrais juste parler, en fait, en lien avec la dame, le désert alimentaire. À Magog, vous connaissez un peu par réputation, c'est très touristique. Donc, il y a beaucoup de restaurants, en fait, peut-être même trop, là, au centre-ville. Il y a un restaurateur d'un resto pas rapide qui me disait, bon, il y a une culture du McDo à Magog. T'sais, on a beau offrir des beaux restaurants, le monde va souvent au McDo. Mais en fait, moi, ça fait 2 ans que j'habite là, puis je comprends un peu ce qu'il veut dire, mais c'est pas nécessairement de la faute des restaurateurs. En fait, c'est un peu de leur faute plutôt, c'est que 6 mois par année, dans la faible saison touristique, tout ce qui est ouvert après 9 heures, c'est le McDo. Donc, c'est là que les gens se retrouvent bien souvent. Donc, il y a comme un peu une balance. Hein? Donc, l'offre alimentaire, il faut qu'elle soit là pour que les gens la consomment. Puis, souvent, nous, moi et ma conjointe, on voulait aller à quelque part, puis on s'est retrouvés au McDonald's parce qu'il n'y avait rien d'autre d'ouvert, puis on n'avait pas envie de se faire à manger. Bref, c'est une petite parenthèse. Point de vue professionnel, je voulais juste vous parler de la contingence des usages. Bien, je suis urbaniste, donc c'est des outils que je veux utiliser, qui ont une utilité au niveau justement alimentaire. C'est très nouveau, hein? J'ai noté vos référents. En fait, j'aimerais savoir ce que vous diriez à un élu d'un milieu, disons, moins où l'offre est moins... plutôt la demande d'espace commercial est moins là, dans le sens que les espaces locaux, des fois, ils le demeurent longtemps. Puis, ils vont faire des pieds et des mains pour accepter un restaurateur, peu importe c'est qui, là. Donc là, moi, quand j'arrive puis je dis, bien, vous devriez contingenter vos usages pour en permettre un par rayon de 500 mètres, je ne vous dirai pas qu'est-ce qu'ils me répondent. Donc, là-dessus, je pense que vous devriez, puis c'est un commentaire général, parler aussi pour les milieux ruraux. Vous êtes l'Agence de la santé publique du Québec, donc il y a beaucoup des enjeux différents, je dirais, que vous pourriez peut-être nous amener des outils puis des façons d'y répondre. Merci. Merci. Très bon commentaire. Bien, effectivement, dans les secteurs où les locaux sont vacants puis ont des difficultés de trouver des locataires, on a vécu un peu, en fait, la DSP, pas la DSP, mais la région de la Montérégie a vécu un peu ce problème-là à Granby avec la municipalité qui a voulu dézoner un local pour permettre la location d'un local qui était vacant depuis trop longtemps. Ça a créé une mobilisation citoyenne extraordinaire, des gens qui ont communiqué entre eux, puis il a émergé de ça plein de bonnes idées. Maintenant, ça n'a pas fonctionné à ce niveau-là, mais en mobilisant les gens un petit peu à l'extérieur du milieu municipal ou d'un citoyen ou deux, bien, on peut réussir à trouver des idées puis redynamiser un secteur, mais c'est vraiment adapté à la réalité et le vouloir local, j'imagine. Merci. Alors, sur ce, je vous remercie, mesdames, pour ces belles présentations.